Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du deuxième Grand Prix de la saison 2023 disputé en Arabie Saoudite sur le fameux circuit de Jeddah. Au final, on a les trois mêmes hommes sur le podium, mais pas dans le même ordre, pas avec la même course et même pas avec la même hiérarchie au final sur toute la grille. Bref, on va analyser tout ça. Vous connaissez la promesse du débrief 2023, beaucoup plus de free flow, mais on s'attardera sur l'effet de course, sur chaque équipe et sur chaque pilote. C'est parti. Allez, déjà un petit mot sur Jeddah en tant que tel. Je pense que mon avis n'a fondamentalement pas changé sur le circuit. Je le trouve toujours aussi hasardeux avec la sécurité par endroits, notamment à cause de ces grandes portions à l'aveugle. Mais il faut avouer que tous les petits ajustements qui ont été faits ont été bons. On a ajouté de la visibilité, des zones où on ne peut pas couper en plus. Et le fait de déplacer la zone DRS du dernier virage a été une bonne idée, même si ça n'a pas empêché certains de freiner pour ressortir deuxième de ce point de freinage. Bon, voilà, ça changera pas. Au final, ce qui me frappe, c'est qu'on n'a pas eu d'accident ce week-end à Jeddah, en Formule 1 comme en Formule 2, il me semble. Oui, des petites erreurs, mais ça n'a jamais été tapé le mur vraiment. Peut-être que les pilotes s'habituent, que ça y est, on a pris nos marques sur ce circuit qui jusque-là dénotait vraiment du reste. Il s'inscrit petit à petit vraiment dans le calendrier. On le connaît. Bon, par contre, on ne peut pas dire qu'il nous est offert une course folle. La qualif, oui, elle l'était pour deux choses. D'abord parce qu'il y a eu des événements surnaturels, la touchette de Norris en Q1, l'énorme souci pour Max Verstappen en Q2, une pole du coup un petit peu disputée, pas mal de pénalités, donc ça mettait du suspense. Mais aussi parce qu'une qualif à Jeddah, de par la nature du circuit, elle sera forcément spectaculaire. Les pilotes sont à la limite, ça frôle les murs, ils sortent tous des tours de folie. Donc là-dessus, ils nous offrent des choses. Quand ça tape pas, c'est génial. Bon, dimanche par contre, ça a été une petite déception, avec un Leclerc 12e, un Verstappen 15e, et une bataille normalement assez inédite pour la victoire entre Perez et Alonso. On s'attendait à grand chose. Le premier relais, il a totalement tenu ses promesses, pas de grabuge au départ, mais justement tant mieux, ça installe une bonne situation avec des remontées donc de Leclerc et de Verstappen, de beaux dépassements, plusieurs stratégies, soft, medium, hard, des choses s'installent, les premiers arrêts arrivent, on se pose des questions sur un ou deux arrêts, et là, pour moi, la safety car de Lance Stroll, elle a absolument tout cassé dans cette course, puisque le deuxième relais, il a absolument été nullissime. Alors déjà, j'ai envie de poser la question, dans quel monde c'était une safety car? Je pense que toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit une virtual. Elle a justement été inventée pour empêcher de sortir l'artillerie lourde et pouvoir rapidement évacuer une voiture. Là, Lance, il était dans une zone où il pouvait être évacué direct. Il était même quasiment déjà évacué. Peut-être qu'ils ont flippé parce que c'est Jeddah et qu'ils ont peur d'un suraccident, ok, mais ils ont laissé quand même 30 secondes entre le premier drapeau jaune et l'annonce de la safety car, et Lance était déjà bien hors de danger. Donc clairement pour moi, c'était pas une safety car, c'était une virtual, et ça aurait changé beaucoup plus de choses à la course, ça aurait remis d'autres dynamiques. Cette safety car, elle a fait des gagnants et des perdants, on va y revenir dans le détail des équipes et des pilotes qui suit juste après. Mais vraiment pour moi, elle a tout cassé, puisqu'après il y a eu la relance, où Verstappen a fini son travail de remontée, et après c'était tout, puisque tout le monde était bien rangé par la safety car, et avec des pneus qui allaient jusqu'au bout, plus de stratégie vraiment décalée, à part Lewis, on va y venir, mais même ça c'était pas décalé, plus d'arrêt à faire, plus rien, et voilà, la course était morte. Donc dommage, je pense qu'il y avait tout pour avoir de bonnes promesses, mais que le scénario cette année nous a pas aidé. C'était justement l'année où on avait besoin d'une course propre à Jeddah, sans incident qui vienne l'interrompre, dommage. Alors on a quand même eu une lutte pour la victoire, lutte entre guillemets, déjà parce qu'au premier virage, Fernando Alonso a pris la tête de très formelle manière sur un Sergio Pérez qui avait réagi plus rapidement que l'Espagnol, mais qui a patiné sur le passage d'un rapport. Bon, il n'a pas trop fait au premier virage, il savait qu'il le reprendrait très vite, et le fait est que dès le 4e tour, il était de retour en tête. Après, on a vite vu que l'Aston n'avait pas le rythme de la Red Bull et ne pourrait pas jouer la victoire. Alonso a tenu quelques tours avant vite de passer à 3, 4, 5, 6 secondes d'écart. Et par contre, il se disait toujours content de ses pneus, mais à chaque fois l'écart grandissait. Bref, il y avait une ligue à part. Donc très vite la question après la safety car, ça a été est-ce que Verstappen peut remonter sur Checo? Pour moi, c'était une évidence que oui, puisqu'au moment où il double Alonso, il reste encore plus de la moitié des tours et il a 5 secondes 6 de retard. Je me dis, il va le manger. Mais il ne l'a pas fait et Checo s'est imposé. Max a eu beaucoup de mal à tomber sous les 5 secondes, il roulait vraiment dans les mêmes temps, il s'est changé les meilleurs tours.
À un moment donné, on y a cru puisqu'il est tombé à 4 secondes 4, 4 secondes 2. Puis il y a eu ce problème au niveau, encore une fois, de la transmission qui avait déjà causé son abandon lors de la qualification. Finalement, c'est passé. Après, c'est Checo qui s'est plaint d'une pédale de frein un petit peu longue. Mais bref, ce qui m'a impressionné hier, c'est que Checo a eu le rythme de Verstappen sur tout le deuxième relais, alors qu'ils étaient dans les mêmes conditions, avec les mêmes pneus. Il n'y a pas de circonstances aggravantes ou atténuantes, non, ils avaient le même rythme. Checo a tenu, a résisté, et franchement, bravo, je ne le pensais pas capable d'être aussi rapide que ça. Oui, il a tendance à préférer les circuits urbains par rapport aux autres, alors que c'est pas spécialement la tasse de thé de Max Verstappen par rapport aux autres. Oui, c'est le début de saison, donc il est nécessairement plus à l'aise qu'il ne le sera peut-être dans quelques semaines, voire mois. Ok, ça joue. Et finalement, oui, on avait déjà vu à Bahreïn qu'il n'était pas si loin, à la fois sur son tour de qualif, mais aussi dans le rythme de course, où une fois passé Leclerc, il avait fait jeu égal avec Max, mais un Max qui s'économisait grandement. La Red Bull a dit aux deux, vous pouvez utiliser le maximum de la voiture, ils ont pushé alors que normalement toute équipe dans leur position aurait sécurisé le doublé. Mais bon, ils ont tellement d'avance qu'ils n'ont même pas besoin de prendre des précautions sur la mécanique. Ils ont laissé leur pilote filer à 320 entre les murs. C'est pas grave s'ils abandonnent, de toute façon ils vont tout gagner cette saison. On peut schématiser un peu comme ça. Et non, force est de constater qu'hier, Checo a peut-être sorti l'une de ses meilleures performances en Formule 1. C'était sa 5e victoire, oui, mais lors de toutes ses autres victoires, c'était soit spécialement dû à des faits de course, soit à un Max Verstappen qui avait dû abandonner ou qui avait eu des soucis. Là, c'est pas vraiment le cas. Oui, si Max ne part pas à la 15e place, on pense qu'il gagne la course avec 90% de chance. Mais voilà, Checo a repris la tête à Alonso, a eu un rythme égal à Max. Franchement, moi, c'est sa victoire la plus impressionnante à mon goût. Bon, par contre, et je pense qu'on va y venir au fil des semaines et mois à venir, non, pour moi, il ne devient pas un candidat au titre. Il n'y en a qu'un seul des candidats au titre chez Red Bull. Faut pas se leurrer. On va pas retomber dans les débats qu'on avait l'an dernier après la victoire de Checo. Non, on n'en est pas du tout là. Pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il reste un bel écart et surtout, il va se creuser au fil de la saison. Donc, ne tombons pas là-dedans. Bon, si tout à l'heure on a dit qu'Aston Martin n'avait pas le rythme de la Red Bull, elle n'en reste pas moins la deuxième force du plateau, en tout cas aux mains de Fernando Alonso. Petite parenthèse sur Lance Stroll, pas si mal en qualif et quand même assez loin de son leader. Un premier relais plutôt correct, un arrêt assez anticipé par rapport aux autres, puis ce problème mécanique. Bon, il va être très dur à juger, mais il y a quand même un petit écart légitime avec le père Fernand. Un père Fernand qui a été égal à lui-même, excellent. J'ai cru qu'il pouvait jouer la pole samedi, mais il lui en a clairement un petit peu manqué beaucoup dans son tour de qualif. Et c'est là qu'on voit aussi l'écart avec la voiture référence. Aston n'y est pas encore tout à fait, mais l'enseignement du week-end, c'est qu'Aston, bah ouais, elle est bel et bien devant Mercedes et devant Ferrari, qui a pris une grosse claque. On va y venir. Non, franchement, j'ai pas plus à dire que ça sur Aston. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines, on m'a dit, bon, attends, faut voir plusieurs Grands Prix. Non, pour moi, on avait déjà tous les ingrédients pour affirmer qu'on a un nouveau top team en la personne d'Aston Martin. Il n'y a pas photo, ils ont absolument tout, du pilote à l'ingénieur en passant par la voiture, ils sont géniaux. Et ils vont être clairement un caillou dans la chaussure des équipes qui se battent pour le podium et la 2e place du constructeur cette saison. Il n'y a pas photo, Fernando le prouve. Dernier mot sur les verts, on va parler de la pénalité, puis repénalité, puis pas pénalité de Fernando. Bon, au départ, il n'est pas dans son box, pénalité comme Ocon il y a 2 semaines, ça c'est logique. Et puis après, on a un mécano qui a touché la voiture avant les 5 secondes, même direct, il met son cric à l'arrière et il touche. On dit rien, personne ne l'a vu, sauf visiblement chez Mercedes, puisqu'on met la pression à Aston Martin à 5 tours de l'arrivée en disant à Russell, il y aura peut-être une pénalité, et ça tombe, pénalité après le podium. 2 choses à dire, la première, pour moi la pénalité, à la base elle semble logique, parce qu'effectivement, quelqu'un touche à la voiture avant qu'on lui demande de pouvoir y toucher, ok. Et deuxième chose à dire, c'est que la pénalité, elle arrive évidemment bien trop tard. Comme Alonso l'a dit, il y avait 35 tours pour le pénaliser. Là, on l'a laissé monter sur le podium, tout le monde a vu ça, tout le monde a éteint sa télé, et bam, on change le résultat. C'est pas normal, et il n'y avait rien qui justifiait de mettre autant de temps. C'est nul, c'est ridicule, et surtout, ça fausse la course. Parce que si on avait mis 10 secondes à Alonso direct dans la course, il aurait peut-être plus attaqué. Il aurait pu construire son matelas de 10 secondes, et garder son podium à la régulière. Donc bref, tout ça, c'est nul de la part des commissaires. Mais bon, vous le savez, la pénalité a été annulée et notre ami Fernando garde son 100e podium en carrière. Malgré tout, je ne suis pas d'accord avec la justification. L'annuler parce qu'on a mis trop de temps à la donner, ça, j'aurais été plutôt d'accord. Mais là, on a annulé parce qu'Aston a montré que dans d'autres cas, on n'avait pas pénalisé ce scénario-là.
Ouais, mais je suis pas d'accord. Ocon, il a été pénalisé parce qu'on a touché 4 dixièmes avant à sa voiture il y a 2 semaines. Un pauvre mécano qui a mis son doigt sur la voiture. Là, c'est pareil. Il y a un mécano qui a été en contact direct avec la voiture avant les 5 secondes, bien avant même, et ça lui a permis d'être plus rapide dès que les 5 secondes sont passées. Donc pour moi, c'est le même cas, et je ne suis pas d'accord avec la justification de l'annulation de la pénalité, même si je pense que Fernando doit garder son podium. Bref, la F1 a l'art de compliquer des trucs qui à la base sont super simples. C'est agaçant. Allez, on passe maintenant à Mercedes et Ferrari qui entament une petite période de crise, pas pour les mêmes raisons. Du côté de Mercedes, c'est parce qu'on se rend compte clairement que ce concept ne permettra pas de rattraper Red Bull et de jouer à nouveau les victoires. Ça a pas mal rué dans les brancards entre Bahreïn et Jeddah. Il semble maintenant quand même qu'on ait repris une meilleure direction en termes d'aéro. Toto l'a dit à l'arrivée, c'est bon, on a réglé, on sait ce qu'on va développer pour les quelques courses à venir. Je pense aussi que les mots de Lewis qui ont été assez durs, il a clairement dit l'équipe s'est trompée, l'équipe ne m'a pas écouté, je suis dégoûté. Il a même été plus loin en disant qu'il se sentait déconnecté de la voiture. Le résultat de cette semaine, il n'est pas totalement satisfaisant, hein. Ils ne sont pas sur le podium, ils sont battus par Aston, ils sont à des années-lumière de Red Bull. Mais j'ai envie de dire, c'est pas si pire. Et au final, quand on regarde du côté du constructeur, ils sont déjà deuxième ex-aequo. Il y a pire, et en plus, comme je l'ai dit, ils semblent avoir retrouvé la bonne direction, en tout cas, être plus confiants et tous d'accord sur là où ils vont pour les prochaines courses. C'est un moindre mal, peut-être que la petite crise va passer. Côté pilote, je salue l'excellent week-end de George Russell, qui a été très bon, quelque part un petit peu le leader en termes de performance ce week-end chez les Flèches d'Argent, bien devant lors de la qualification, devant aussi en course où il faisait un très bon relais. La safety car a permis à Lewis ensuite de revenir, en plus avec des pneus plus frais, mais il n'a pas réussi à passer George, et puis à la fin il a tenu sa place. Voilà, très très bon George, encore une fois, c'est un week-end parfait pour un élève parfait. Et Lewis, en qualif, on a clairement senti qu'il avait de l'écart parce qu'il ne se sent pas complètement à l'aise avec la voiture, avec la saison, avec l'équipe. Voilà, c'est ce petit truc qui lui manque. Par contre, dans la course, il brillera toujours plus parce que ça reste un mec qui sait trop bien comment faire. Donc voilà, premier relais difficile, le seul sur les hards, il s'est fait bouffer. La safety car tombe au bon moment, il est un gagnant. Mais il faut quand même tenir les pneus médiums tout du long. Magnifique dépassement sur Sainz, croisé-décroisé. Et puis après, il a tenu et il n'a pas été inquiété. Voilà, il a bien sauvé les meubles à l'arrivée. Mais pour l'instant, il a un petit ton en dessous quand même de George, on doit le signaler. Côté Ferrari, c'est la catastrophe au niveau de la perfo. Il y a eu toutes les rumeurs du côté de l'Italie, on a tout démenti, etc. Je pense qu'en effet qu'il y avait pas mal de n'importe quoi à raconter. Mais ce qui va pas vraiment, c'est qu'il n'y a pas la perf. Le langage corporel de Leclerc, encore une fois, tout le week-end, le pauvre est dégoûté. Il n'arrête pas de faire son mieux et on lui met tout le temps des bâtons dans les roues. Devoir prendre une pénalité de 10 places dès le deuxième Grand Prix de la saison, être qualifié deuxième mais ne pas pouvoir en profiter. Il fait un départ de feu et puis malheureusement, la safety car elle tombe 2 tours après son arrêt. C'est la cata, c'est la grosse cata. Et bon, le plus gênant chez Ferrari, ça reste ce deuxième relais où ils sont restés cramponnés à la 6e et la 7e place, où ils n'ont rien pu faire. Ils étaient trop lents par rapport à Mercedes et Aston Martin, et ça en était même déprimant. Mais ouais, comme l'a dit Leclerc à un moment donné, sa course était morte dès la safety car, parce qu'après il s'est retrouvé 7e, son coéquipier devant sur les mêmes pneus, tu peux rien faire, c'est foutu. Petit carton jaune à Carlos quand même qui a été assez loin, qui s'en sort pas trop mal. On va dire quand même que son deuxième relais, celui sur les hards, sauve pas mal les meubles, parce que celui-là était clairement mieux comparativement à Leclerc donc, mais bon, en même temps il le retenait derrière, il pouvait pas faire grand-chose. Le gros problème chez Ferrari, ça reste les pneus. Comme Vasseur l'a dit, c'est pas tant les pneus le problème, c'est eux. Ils n'arrivent pas à les utiliser, et clairement, tant qu'il y aura souci, Ferrari ne pourra rien jouer du tout. Et ce ne sera pas leur bonne performance sur un tour en qualif qui devra nous faire croire que c'est réglé. Non, il y a une grosse diff entre samedi et dimanche du côté des rouges. C'est très problématique. Ceux en revanche qui ont retrouvé du positif ce week-end, c'est clairement Alpine, double Q3, double arrivée dans les points, 8e et 9e. On respire, la voiture elle a de la performance et clairement ce qui me plaît, c'est que ce week-end Alpine a mis une pilule aux autres, ceux de derrière, et a été finalement assez proche des Ferrari, des Mercedes. Ocon, meilleur des autres sur l'ensemble du week-end, exceptionnel de sa part. Sur le premier relais, il est devant des Mercedes et des Ferrari, il est là, il est dans le mix. Excellent, excellent. Il n'y a pas à dire, c'était mieux pour la maison française qui s'est un petit peu rassurée, je pense. Peut-être qu'on n'est pas encore totalement satisfait et qu'on espérait un petit peu mieux. Mais pour l'instant, ils remplissent le pré-contrat qui est d'être le meilleur des autres. Bon, ce ne sera pas la 4e mais la 5e place vu qu'Aston a fait un step supérieur. Et d'être plus proche des top teams que des autres. C'était le cas ce week-end à Jeddah.
pour le deuxième Grand Prix de la saison après un premier qui avait été compliqué. J'aime, c'est mieux. Et un mot pour Pierre Gasly. On sent que tout n'est pas encore optimisé de sa part, il n'est pas encore totalement en confiance, pas encore totalement sûr de ses réglages, pas encore totalement sûr de la voiture. Ça se voit notamment en qualif, où quand même Ocon montre ce que c'est que d'être à 100% dedans. Mais Pierre passe quand même en Q3, il est là, il fait une course sans faute. Et puis une fois que la safety car elle est passée, il est regroupé avec Esteban et il le suit jusqu'à l'arrivée, comme Leclerc avec Sainz et comme Hamilton avec Russell devant. Donc non, top. Pierre, comme la semaine dernière, pas à 100%, mais à l'arrivée, la feuille, elle est remplie parfaitement. Bravo. Et derrière, on va dire un mot rapide sur chacune des 5 équipes qui nous restent. Un mot, mais surtout un point pour As. J'avoue que j'y croyais pas du tout pour ce week-end. Mais finalement, ils ont toujours un bon rythme sur un tour et une excellente vitesse de pointe. Sur ce circuit, ça peut un petit peu suffire. Placés en haut de la deuxième partie de tableau, ils se sont retrouvés à la porte des points. Et après la safety car, il n'y avait plus que Tsunoda qui les en empêchait. Un Magnussen qui pour l'instant est dominé dans l'exercice de la qualif par Hülkenberg, l'a passé au départ, ensuite a montré qu'il tenait beaucoup mieux ses gommes que lui et a été capable, non sans mal et non sans plusieurs tentatives, d'aller passer Yuki à quelques tours de la fin pour marquer ce point très précieux pour l'écurie américaine. Voilà, là il fait la diff Kevin, c'est exactement sur ça qu'on l'attend et bravo. As a bien mené sa barque ce week-end, bravo, c'est très bien. En revanche, on sera frustré du côté d'AlphaTauri. Bon, je pense que sur le papier, la voiture, elle reste assez morose. Voilà, on a vu une double élimination en Q1. Je vais un petit peu exclure le pauvre De Vries qui s'adapte tout juste, qui n'a pas pu rouler de toute la FP3, qui est le seul de la grille qui avait jamais fait un tour du côté de Jeddah, qui fait une petite erreur lors de la qualif, qui du coup sort très loin. Au final, il fait une petite remontée, c'est pas si mal sur la fin. Yuki, lui, plus propre, le samedi comme le dimanche. Bonne course. Gagnant de la safety car puisqu'il ne s'était pas arrêté au moment où elle est sortie, il chope la 10e place, il la défend corps et âme avec une voiture qui a moins de vitesse de pointe, qui est en galère, il la lâche à quelques tours de l'arrivée. Franchement, je lui en veux pas, on a vu sa frustration à la radio et je pense que ça dit tout, mais lui n'a pas fait d'erreur, il est resté propre et je pense qu'il a un petit peu fait superformer cette AlphaTauri parce que franchement à la régulière, les points, elle ne doit pas les viser. Du côté d'Alfa Romeo, j'ai été très déçu puisqu'on a fait un week-end un petit peu fantomatique qui ne correspond pas du tout aux espoirs apportés par Bahreïn. Personne en Q3, voilà, ça s'arrête en Q2, un départ un petit peu moyen d'un côté comme de l'autre, on s'englue très vite dans la deuxième moitié de tableau, les changements de pneus ne changent rien, la stratégie est pourrie, on finit par avoir quelques soucis avec Bottas et tenter l'impossible, ce qui ne marche pas. Et donc au final on se retrouve très loin et on a la confirmation de ce que le rythme de la deuxième partie de Bahreïn m'avait laissé penser. Alfa Romeo n'est pas du tout capable de jouer pour l'instant la 5e place et va se battre avec toutes ses écuries du gros paquet du fond pour accrocher 1 voire 2 points de temps en temps. Aïe aïe aïe, ouais, week-end fantomatique et un week-end où Joe a un petit peu relevé la tête par contre par rapport à Bottas et par rapport à un premier week-end plus terne on va dire. Du côté de Williams, frustration aussi parce que mine de rien, cette voiture avec sa vitesse de pointe folle, elle avait un truc à jouer, on l'a d'ailleurs vu dans le Grand Prix, elle a embêté pas mal de monde dans le midfield. Mais voilà, sur un tour c'était un petit peu trop léger, sur les autres portions du circuit, double élimination en Q1 avec en plus un Sargent qui fait une erreur, pour un Hockey c'est assez difficile. Mais sur le reste du week-end, il a été plutôt très bon, notre ami Logan. Quand Albon a dû vite abandonner avec un souci, lui, il a été là, il a tenté d'aller menacer quelques voitures. Finalement, à la fin, il est pris dans une bataille avec la McLaren, il résiste comme il peut. Voilà, de l'apprentissage pour un Logan Sargent qui confirme que son début de saison est bon et qu'il est bel et bien présent. Bon, et on va terminer avec McLaren qui est la dernière écurie du constructeur puisque c'est elle qui a le moins bon résultat et toujours 0 points. Pourtant, on a cru qu'ils allaient en marquer ce week-end, ça allait mieux lors des essais, on sentait que la perf était là, Norris était capable de jouer quelque chose. Oui, mais il a touché un mur en milieu de Q1, ce qui l'a empêché de défendre son temps. Il est donc sorti. À partir de là, son week-end il est mort, impossible d'espérer quoi que ce soit. En plus, on l'a arrêté un petit peu tôt dans le Grand Prix, donc bon, ça compromet encore plus ses chances. Par contre, le petit Oscar Piastri, qui a 2 Grands Prix de F1 dans les pattes, qui n'a pas roulé de toute la saison dernière, qui ne connaît pas cette voiture, eh bien, il atteint la Q3, vraiment très bon. Dommage qu'on n'ait pas pu comparer son temps à ceux de Lando, mais en même temps, lui, il n'a pas touché le mur, donc excusez-le. Mais malheureusement, encore une fois, il a vécu un Grand Prix gâché dès le début, touchette avec Pierre Gasly, qui l'oblige à passer au stand changer d'aileron.
Pour moi, il n'y a pas de fautif spécial, on est dans le départ, dans un virage serré, ça va très vite. Je ne mets pas de faute à quelqu'un et je ne me dis pas que l'un des deux aurait pu être plus prudent. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Derrière son Grand Prix, il est compromis. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il se retrouve avec Lando toute la deuxième partie et qu'il confirme ce qu'on semble voir depuis Bahreïn. Il est complètement dans le rythme de Norris. Excellent. C'est même lui qui est vainqueur du duel à la fin puisqu'il arrive à le passer et aller chercher Sargent. Donc bravo, ça sert à rien puisqu'il y a 0 points à l'arrivée pour aucun des deux et McLaren est complètement à la rue. Mais le petit Oscar, il est en train de montrer qu'en fait, tant d'adaptation, il connaît pas, il n'y a pas besoin. Très très bon, très très prometteur. Et on a un début de duel qui couve chez McLaren. J'espère maintenant des week-ends propres, pas de soucis mécaniques, pas de soucis dans les départs, pas de crash d'un des deux pilotes pour enfin voir un Grand Prix plus haut dans la grille. Ce que ça vaut entre les deux, ça m'intéresse grandement. Allez, avant de jeter un coup d'œil au classement, je vous affiche maintenant mes notes. Vous savez comme d'habitude, je ne prends pas le temps de les détailler puisque ça rejoint plus ou moins tout ce qu'on a dit jusque là. Vous pouvez m'aider à les corriger, je vous rappelle que je les ajuste grâce à vos avis. Il y a un Google Doc pour que vous puissiez voter, ça fait vos moyennes de votre côté, comme ça j'ajuste également. On est encore un petit peu tôt dans la saison pour afficher la moyenne générale, donc on verra ça plus tard. En tout cas, voilà ce que je pense des perfs des uns et des autres sur ce Grand Prix. Au classement général, Max Verstappen est leader pour un petit point, celui qu'il a pris dans le dernier tour à Sergio Pérez, très serré entre les deux Red Bull, on aura l'occasion d'en parler. Fernando Alonso est un solide troisième devant Sainz, les deux pilotes Mercedes, et puis notre ami Lance Stroll qui devance un Charles Leclerc qui a ouvert son compteur. On retrouve ensuite les deux Alpines. Pour l'instant, le plus intéressant, c'est le constructeur. Red Bull est bien largement devant pour l'instant, et franchement, c'est la première fois depuis 2009 qu'ils enchaînent deux doublés. Je vois pas comment ils peuvent être rejoints en termes de perf et en termes de points, c'est totalement impensable pour l'instant. Égalité derrière entre Aston et Mercedes, ça nous promet de belles choses, ça on l'a dit. Par contre, c'est Ferrari qui a pris la grosse claque parce que totalement devancé par les deux concurrentes. C'est déprimant. Alpine est déjà entre guillemets revenu à la 5ème place. Je pense que s'il confirme ce qu'on a vu sur les deux derniers week-ends finalement en termes de perf pure, cette 5ème place, elle leur est clairement destinée avec une énorme marge sur ceux de derrière, en espérant qu'ils puissent petit à petit aller choper des bons points sur ceux de devant. Par contre, de la 6ème à la 10ème place, ça va être très serré toute la saison je pense, et à chaque Grand Prix, il y aura une écurie différente qui va réussir à glaner 1 ou 2 points que les 5 teams de devant auront bien voulu laisser à la faveur des événements de course ou des abandons. Et sincèrement, pour dire qui terminera l'un devant l'autre, ça va se jouer aux petits points glanés. Attention, j'attends quand même de McLaren qui se réveille et qu'ils aillent nous chercher la 6ème place à terme. On est encore trop tôt pour en parler, mais voilà comment je dessine la hiérarchie au bout de 2 courses. Bref, j'ai trop parlé, je suis assez fatigué après ce gros week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'attends vos avis dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'aller regarder la vidéo des pistonnés à laquelle j'ai participé ce lundi midi. Je serai également dans l'émission du mercredi avec les copains. Donc on n'hésite pas à consommer un maximum de contenu Formule 1 sur un maximum de chaînes. Merci à tous de votre écoute, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format plus au fil de ma pensée pour les Prix 2023. J'ai pas beaucoup de temps pour vous offrir autre chose, donc je veux bien votre avis. Allez sur ce, moi je vous laisse avec Enzo Ferrari qui est en train de retourner les locaux de la Gazzetta dello Sport pour retrouver qui est la taupe. A bientôt.